15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, artiste aux multiples casquettes, dont celle de auteur, compositeur, interprète de chansons, mais pas que humoristiques. Il a rendu célèbre sa tristitude. Aujourd'hui, Oldelaf vient nous parler d'amour avec un nouvel album qui parle bien sûr d'amour, mais sous toutes ses formes, intitulé Saint-Valentin. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité aujourd'hui en direct live, bien sûr, sur nos plateformes de streaming, radioj.fr et sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Oldelaf. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour bien sûr découvrir votre actualité que je viens d'évoquer, mais aussi, comme le veut cette émission, tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, si on peut tenter cette expérience. Je vous demanderais 3 mots pour vous décrire les gros titres. En gros, vous diriez quoi ? Gros titre peut-être justement. Ah, c'est vrai ? Non. Pour me définir, j'espère pouvoir mettre musicien, humoriste et le dernier mot, j'irai le chercher sur imaginaire peut-être, imaginatif. J'adore inventer des choses, partir dans des mondes, à la fois le côté onirique, mais aussi surprendre. Donc, musicien, la musique, c'est ce qui m'a vraiment aidé à me construire, et dès tout petit. Enfin, voilà, j'avais ça en moi. L'humour, c'est arrivé, je pense, j'avais besoin de ça pour dire les choses. Et on va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission, parce que vous venez de me faire le début, mais on va démarrer par le vrai début, toujours le début. Olivier Delafosse, autrement dit Oldelaf, vous êtes né un 10 mai dans les années 70 à Paris. Quel genre d'enfant, justement, vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous vous êtes construit ? J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai été dans une famille avec 2 parents qui s'aimaient beaucoup et qui s'aiment toujours beaucoup. Et j'avais un frère, enfin j'ai toujours un frère du reste, et un petit frère, et on a été une enfance très calme. Il n'y a pas eu de problème de violence familiale, conjugale, pas de problème j'ai été vraiment choyé par la vie, vraiment, ça je tiens à le dire, et ce qui n'est pas toujours le terreau le plus simple pour les artistes qui ont besoin de se créer des névroses donc on va les chercher ailleurs, évidemment, certainement dans une sensibilité, quelque chose, mais je dois avouer que j'ai une enfance très heureuse. J'ai passé mon enfance dans la banlieue parisienne sud, avec des allers-retours nombreux en Normandie, d'où mes parents sont originaires tous les deux par leur famille, et donc ça a été une ambiance très studieuse. J'étais un très très bon élève en classe, ce qui m'a valu de sauter une classe et d'être toujours, voilà, un peu le côté chouchou presque des profs, parce que je travaillais très bien, j'étais très sérieux, c'était un truc important. Et puis je suis passé à l'adolescence, j'ai découvert la musique, je me suis mis à faire beaucoup de piano le jour où j'ai arrêté le conservatoire. J'ai fait un peu de conservatoire et ça m'allait pas du tout, et le jour où j'ai arrêté le conservatoire, j'ai commencé la musique à 13 ans, et ce jour-là j'ai fait au moins 2 heures de piano au début par jour. Oui, c'est ça. Tout petit déjà, vous apprenez le piano. Vers l'âge de 13 ans, vous devenez pianiste de bar, je crois savoir. 14 ans. Vous vous mettez à la guitare en parallèle. Oui. Vos premières compositions apparaissent. D'ailleurs, vous les interprétez au sein d'un premier groupe de lycéens. Très tôt naît chez vous le goût de la scène et aussi de dire. Certainement, ouais. Certainement. Au début, plus que dire, c'était de chanter, je dirais, dans un premier sens du terme. Les paroles, quelque part, c'est pas ce que j'allais écouter en premier dans ce que moi j'écoutais. Et j'ai tout à fait pu, ce qui peut m'arriver encore d'ailleurs, du reste, d'écouter des chansons en anglais ou dans d'autres langues sans forcément aller voir ce que ça veut dire, ce qui est une erreur fondamentale. A fortiori quand on sait que pour moi, les textes, les gens qui me suivent sont très attentifs à ça. Mais ce qui a été génial, c'est que ça a été une psychanalyse gratuite. Le fait d'être à 14-15 ans
d'être reconnu comme entre guillemets le musicien de la classe du lycée après et d'avoir déjà des gens qui t'écoutent et de faire rire avec ces chansons et de pouvoir dire mes peines de cœur, et Dieu sait que je me suis épanché là-dessus, mais c'est merveilleux. C'est ça. Et vous allez osciller entre chansons humoristiques et sérieuses. Ça va devenir dans le temps une envie de plus en plus importante. Est-ce que vous vous souvenez de votre première composition ? Oui. C'était la première parole, mais c'était fait aussi avec un copain du collège. C'était donc vraiment, on parle d'un petit, je devais avoir 13-14, ouais, c'est ça, 13 ans. Et c'était un rap parce que c'était très à la mode. Le rap arrivait en France, ça fait t'es fou mec, t'es fou, repars de pied mais repars bien debout. Donc c'était du rap vraiment très old school. C'était assez marrant. Et il y avait déjà de l'humour dans ces trucs-là. Il y avait déjà un décalage. Mais ensuite, je me souviens de certaines chansons qu'on fait le pont, et notamment, je pense à la première chanson vraiment humoristique, officiellement humoristique, s'appelait Bernadette, qui était, je voulais pas aller à un mariage, j'avais pas envie, j'avais fait une chanson en gros sur la mariée, et juste pour faire rigoler ma famille. Mais tout de suite, j'ai vu l'effet immédiat d'une chanson humoristique. Et ça a été assez perturbant. Je voyais que non seulement on pouvait chanter quelque chose, se faire plaisir à soi, mais que je voyais que ça provoquait quelque chose, un peu une effervescence autour. Et ça a été le grand virage. Et ça l'est toujours. Une chanson humoristique, on sait tout de suite si ça marche ou pas. Vous voyez, je suis en train de parler avec vous, Oldelaf, et j'ai un message de Mickey Gabé qui vient de me dire « La chanson du café, c'est du génie ». Je trouve aussi. On va y venir dans un instant, bien sûr. Dans la continuité de votre vie, Oldelaf, après le baccalauréat, vous allez suivre des études de musicologie. Oui. Vous allez devenir animateur socioculturel aussi, professeur de musique au collège. D'ailleurs, j'ai reçu un autre message de Michael Dorian, qui est présentateur sur Chante France CNews et Europe 1, qui m'a dit « Mais c'était mon prof, mais aussi celui de Laura Domange et Aurélie Saada et Brigitte. » Mais complètement, voilà, ce sont de vraies informations, et je dois avouer que j'ai été professeur d'une partie des people. Est-ce qu'il y avait une envie de pédagogie chez vous ? Parce que on va voir aussi que vous allez envie d'écrire pour les enfants, parce que vous faites un album, Bête et Méchant, qui sort également aux éditions Milan, un spectacle. Vous avez cette envie d'embarquer avec vous cette jeunesse, peut-être qui vous rappelle la vôtre, je ne sais pas. Alors, c'est pas la volonté d'embarquer. En revanche, je trouve qu'il y a dans la pédagogie, l'enseignement et surtout, je trouve qu'il y a dans les cours particuliers, il y a quelque chose qui va au-delà même de la matière qu'on enseigne. Il y a quelque chose de... Je rêverais, dans un de mes rêves de vie, je rêverais qu'on fasse se rencontrer des jeunes, parfois un peu paumés, avec des personnes âgées qui sont parfois un peu seules, et que chacun s'apprenne des choses. Ça se fait dans les maisons de retraite. Pas autant qu'on le voudrait. En tout cas, il y a plusieurs films qui sont sortis sur le sujet. Et c'est vrai que ça laisse penser qu'il y a des rencontres merveilleuses. Je rêverais que ce soit un acte citoyen. C'est ça. C'est qu'on est à la base du temps obligatoire, entre guillemets, et qui se transforme en temps optionnel, parce que les rencontres ne peuvent pas opérer. Mais quand je vois ce que les personnes âgées ont à transmettre d'intéressant sur des domaines, que ce soit en histoire, en sciences, en même sur des choses de la vie, comment on remplit une lettre, comment on rédige une lettre, des choses comme ça. Et c'est aussi ce qui fait qu'on aime énormément nos grands-parents, si on est honnête. Bien sûr, mais les relations parfois sont cassées parce que le temps passe, on oublie, ah ouais, j'ai pas le temps. Bon, et qu'il y ait du temps qui soit à la base obligatoire, et je rêverais de ça. Et donc moi, évidemment, j'ai l'impression j'ai eu la chance de comprendre des choses, notamment en musique. C'est arrivé assez vite, j'ai été très précoce là-dedans. Et le fait de transmettre, je trouve ça vraiment fondamental. Oldelaf, vous parlez de la musique précoce. C'est une question que je me pose depuis très longtemps. Est-ce que vous pensez qu'un vrai artiste, ça se déclare tôt, le talent est presque d'une certaine manière inné, ou il peut survenir plus tard et avoir la même teneur? Je pense qu'il faut essayer de vivre pas mal d'expériences à droite, à gauche. Je pense qu'on a tous un talent ou des talents dans différents domaines. Il faut savoir les lire. Il y a des gens qui s'accrochent, qui n'ont pas la chose innée, mais le travail permet de combler ce manque. Maintenant,
j'espère avoir quelque chose de plus et c'est là où je pensais sur l'imaginaire. Je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Je pense que c'est là que j'ai un truc à jouer. Maintenant, le talent, non. J'ai travaillé énormément, chaque soir, beaucoup, pour arriver là. Je pense que j'avais de l'oreille, j'avais de la feuille et j'en ai toujours un petit peu. Mais je pense que surtout, c'est que moi, par exemple, peut-être le talent, j'aurais rêvé d'être footballeur. J'adorais ça, mais j'étais nul. Et le talent, c'est juste d'avoir su trouver le domaine. Pourquoi on est fait finalement. Je me suis senti vraiment. Et la chanson humoristique, c'est dans la musique, ma différence, ma particularité, c'est que l'humour a été un peu particulier, qui m'a condamné auprès de certains médias, auprès de certains publics peut-être, mais qui m'a donné la chance de rencontrer le mien et d'avoir la confiance de plein de gens. Mais je pense que le talent, c'est de savoir chercher, et le jour où on voit qu'il y a quelque chose, on a une facilité, d'essayer de titiller un peu ce côté-là. Il y a quelque chose qu'on va découvrir sur soi-même aussi. Vous dites, je me suis toujours sentie du côté chanteur parce que j'ai étudié la musique, et alors dans la continuité de votre évolution, où la scène va vous appeler à 22 ans, vous allez monter un groupe de chansons françaises, les petits humains, d'abord appelés Caméléon puis rebaptisés par la suite, et vous êtes à la guitare, au chant aussi, entouré de 3 autres comparses. Vous publiez 2 albums ensemble, Quand viendront les jours et L'Explorateur, et j'aime beaucoup une chanson qui n'est pas si humoristique que ça, La fille qui pleure sur le rebord du monde. Elle l'aime même pas beaucoup. On va écouter parce que j'adore. C'est vrai, merci. Car dans son âme vagabonde, la fille qui pleure sur le rebord du monde se noie dans la tempête et brasse les remords. Elle a perdu sa quête et brûlé son corps. Car en son fort d'outre-tombe, la fille qui pleure sur le rebord du monde s'éloigne peu à peu des sentiers de fortune, de tracer dans ses yeux son ami la lune. Et elle voit tournoyer. Peut-être que j'aime cette chanson aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite guitare comme ça d'Enrico Macias au début. Ça m'a fait sourire, j'ai beaucoup aimé. Puis après, elle part un peu dans l'esprit de la bohème. Oui, il y a un côté bohème, il y a un côté slave aussi. Oui. Mon guitariste Alexandre Prinenko, qui est toujours un ami, et on l'entend dans son nom, et avait était russe en fait, voilà, donc il y avait cette petite influence aussi, et on a même joué cette chanson de temps en temps, ce qui n'est pas le cas sur le disque, mais avec une balalaïka, donc il y avait ce petit côté un peu de l'Est. Ouais. C'est une chanson qui a connu son succès, que vous avez repris parfois, et vous êtes assez ému, je crois, qu'on ait démarré par cette chanson qui est rare en radio. Souvent, évidemment, j'ai le droit à la tristitude, au café, et je suis toujours très fier de ces chansons-là, mais c'est vrai que la fille qui pleure sur le bord du monde, c'était vraiment et puis une chanson qui, à titre personnel, compte pour moi. Ouais. Qui a compté pour vous, pour quelle raison ? Certainement parce que je parle de manière toujours déguisée, mais de quelqu'un qui compte pour moi, et donc je laisse des bouts de moi. Mais cette chanson en plus elle est associée beaucoup à l'époque Petits Humains. C'est vraiment un groupe avec lequel on a nourri pas mal de rêves, et on n'était pas très organisé, on n'a pas eu d'aide au niveau pro, il n'y a pas eu de manager, de maison de disques, ni quoi que ce soit, et on était un peu perdus. Et c'est marrant parce que quand on réécoute les chansons de l'époque, ce qui est le cas, cette chanson elle doit faire 5 minutes 30 je pense sur le disque, et donc déjà il n'y a pas besoin d'être un gros producteur pour dire ça, on va réduire un petit peu, c'est trop long, et à juste titre, mais autant en live on peut se permettre des versions un peu allongées, mais les Petits Humains, on nourrissait beaucoup de rêves de réussite, et je pense qu'ils ont eu dans un premier temps un petit pincement au cœur, le fait que une fois qu'on s'est séparés, c'est pas moi qui ai séparé le groupe, c'est eux qui sont partis, on va dire, et ça a marché. Et il y a le côté et si j'étais resté ou quoi. Il y a aussi des alchimies qui font que moi ça a marché avec Oldolaf et Monsieur D, alors que
Et justement, c'était plus un groupe de déconne qu'un groupe sérieux. Et voilà, on peut pas choisir toujours ce qui se passe. Ça a marché un bon moment, ça a marché 10 ans. À 25 ans, vous allez créer ce nouveau groupe Oldelaf et Monsieur D que vous montez avec le comédien Frédéric Draps. Bien sûr, 3 albums, le succès colossal du morceau que nous sommes en train d'écouter, qu'on a évoqué 2 fois dans cette émission, Le Café. Plus de 21 millions de vues. Nathalie Mon Amour des JMJ ou Raoul Mon Pitbull. En parallèle, vous allez rejoindre ça, beaucoup moins de personnes le savent, brièvement les Fatal Picards en tant que guitariste, puis vous décidez de poursuivre votre route en solo pour être un peu plus sérieux avec un album qui s'intitule Le Monde est beau, et vous avez bien fait parce que c'est de là qu'arrive clairement le succès pour vous avec cette chanson qui est La Tristitude. Ouais, et c'est bizarre parce que déjà j'avais rencontré des producteurs qui s'appelaient Roy Music, qui étaient trois gars qui ont dit voilà, nous on a envie de s'embarquer avec toi sur des chansons peut-être plus sérieuses. Donc j'avais fait mon tour dans le Monsieur D, j'avais eu 3 albums pour dire des bêtises, donc j'étais prêt. Et puis il découvre à ce moment-là la chanson La Tristitude, il me dit mais c'est super, ça c'est bien. Bah ouais, mais elle est marrante donc on va pas la mettre. Ah non mais si, moi je l'avais laissée dans un tiroir cette chanson-là, et puis quand je l'ai ressortie tout le monde a dit attends, il y a un truc. Mais j'ai pas du tout été moteur de cette chanson, jamais je me suis dit il y a quelque chose. Autant Le Café, j'avais un bon feeling cette chanson, et puis c'est super parce que ça a rencontré son public, mais La Tristitude, c'était vraiment, c'est resté dans un tiroir pendant 3 ans. Et donc au moment où je me dis que je vais faire des chansons plus sérieuses, c'est avec la chanson peut-être la plus marrante que j'ai été connu. Je sais pas, parce qu'il y a ce côté quand même mélancolique dans les sonorités. C'est aussi une contraction de tristesse et de solitude. Oui. Donc finalement, ça parle de soi-même. C'est une chanson un peu concept qui devient un ouragan, une tempête dans votre carrière. Oui. C'est un peu compliqué de se résumer qui on est. Mais comment vous définissez votre style, Oldelaf ? En fait, j'aime dire, de base, moi je suis chanteur, je suis musicien en fait. Et... Raconteur ? Vous direz ça parce qu'on a la sensation que quand on écoute vos histoires, j'allais dire, vos chansons, il y a un début, il y a une fin. Ça, oui, j'essaie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que je me lance dans une chanson, je réfléchis beaucoup. J'ai pas très peu d'écriture spontanée, instantanée. J'écris pas sous l'emprise de matière bizarroïde. J'essaie toujours de me dire voilà, où est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux dire, comment faire pour le dire, et en fonction de l'ambiance de la musique, en fonction de mon état du moment, mais je ne décide pas à la base de faire une chanson nécessairement humoristique. L'humour, il peut arriver comme ça, comme un outil pour dire des choses parfois très graves, très sombres. Parfois ça vient pas et je m'oblige à rien, mais ce qui est sûr, c'est que une fois que je me lance dans un sujet, je veux vraiment être le plus fidèle à ce que je pense d'une part, ou à ce que mon personnage dans la chanson veut dire, et parfois ce sont des choses qui sont à l'inverse de ce que moi je pense, bien sûr, mais j'essaie de creuser au maximum chaque truc, donc j'espère que ça raconte des choses pour les gens aussi. Et c'est ce qui fait sans doute que vous allez susciter un intérêt assez important pour la télévision, la radio. On va vous demander de participer à plusieurs émissions en tant que chroniqueur, et d'ailleurs aujourd'hui on le voit puisque vous êtes toujours en radio sur France Inter aux côtés dans l'émission La Bande Originale. Oui. Encore hier. Et encore même. Vous faisiez fan de Benjamin Voisin. Et voilà, et ce matin même, j'étais avec Isabelle Carré et François Damien, c'est toute l'équipe, donc c'est super. Ce qui est marrant, c'est que jamais, au moment où je me retrouve à faire des chroniques, ça a commencé avec Europe 1, mais j'arrive pour faire de la promo comme n'importe quel chanteur, vraiment. J'avais jamais prévu de faire ça, c'est pas du tout mon projet. Autant je me disais, faire le comédien à droite à gauche, oui, ça m'intriguait un petit peu. On est venu vous voir pour ça d'ailleurs. Voilà, mais moi j'étais chanteur, je venais faire la promo de mon album et on me dit tiens, tu vas revenir toutes les semaines, tu vas faire La Tristitude sur l'actualité. Mais quoi Et le producteur qui dit si tu vas le faire, et en effet ça a été une super idée parce que ça m'a fait rencontrer plein de gens et puis un public aussi, donc c'est merveilleux. Donc le faire aujourd'hui, ça devient un amusement, c'est sûr, un amusement qui est rock'n'roll parce que cette année c'est quotidien, donc c'est-à-dire que c'est énormément de travail. Je dois faire 5 chansons par semaine juste en plus des tournées, et donc c'est compliqué. J'ai un co-auteur qui travaille un peu avec moi, mais on n'est pas à égalité sur le truc. Ils mettent en gros une chanson sur 5, par semaine. Donc c'est un peu compliqué de gérer tout ça.
mais je m'amuse. Je rencontre des gens dont je suis fan, dont j'étais fan. On me fait confiance, ça me permet de faire découvrir ce que je fais. En revanche, il faut pas se leurrer sur quelque chose, c'est que les gens qui écoutent toutes ces chroniques depuis le début, et c'est vrai, en fait, toi tu fais des chansons, tu les travailles pendant 1 an, 5 ans, 10 ou 20 ans, et les chansons, c'est l'aboutissement de ton travail, de ta pensée, c'est quelque chose que tu as travaillé. Et moi, combien de personnes m'ont vu en spectacle depuis que je fais ce métier? Peut-être 200 000, 300 000 peut-être. Et quand tu fais une chronique que tu as préparée la veille, tu as fini le matin en speed avec une vanne que tu connais pas, tu dois faire rire déjà. Et tu fais une chanson devant 2 millions de personnes. Et pour ces 2 millions, All the Laugh, c'est qui? Ouais, c'est le mec à la guitare qui chante un peu comme ça. Non, c'est une partie de ce que je fais. Donc il faut accepter l'idée que tu es plus connu pour un truc que tu fais moins bien, entre guillemets. Et ça c'est un petit pincement que beaucoup ne le réalisent pas. Et il faut réussir à mettre le plus de toi dans ces chroniques. Mais c'est compliqué. C'est un vrai défi que vous lancez en tant qu'artiste. Vous allez publier au total 2 EP, vendredi, Tristitude, et 4 albums. Le 5e arrive dans un instant. Le Monde est beau, Dimanche, Goliath, L'Aventure. On va écouter un medley de vos succès. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? Oh, le monde est beau, ils font partie du même réseau. Sur cette plage de cours seul sur mer, j'avoue que je ne me rappelle pas. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et j'étais à la traîne. Du mal à un dauphin, la peine de mort. Et si James Dean avait été plus doué pour les virages. Oh, j'aime le tennis. L'amour à l'hôtel Ibis, de 13h à 13h10. Il y a des mamans avec des papas, il y a des papas avec des mamans. Et on voit toute l'étendue de ce que vous savez faire, All the Laugh, après votre dernier succès avec l'album concept L'Aventure, sur le voyage écrit et enregistré lors d'un road trip. L'idée de faire un album autour des chansons d'amour a donc germé chez vous. Ouais, exactement. J'avais envie de... Bon, c'est pas la première fois que je fais des chansons d'amour, hein. On a entendu quelques petits extraits là-dessus, mais je trouvais qu'il y avait un truc amusant dans le fait de faire un album vraiment là-dessus et réfléchir justement sur ce qui se dit pas, puisque l'album s'appelle Saint-Valentin, pas pour rien, pour qu'on sache de quoi on parle. Saint-Valentin, ça évoque maintenant cette fête un petit peu kitschoun avec des fleurs, des cœurs, des petits angelots. Oui, mais c'est aussi, ça c'est la partie des gens qui sont en couple, mais il y a tous ceux qui sont célibataires. Et c'est quoi pour eux la Saint-Valentin? Il y a cette partie, mais ce sont soit des gens déçus de l'amour, des gens amoureux cachés, et il y a tout un tas de situations que j'avais envie de creuser, donc dans le domaine de l'amour classique, et puis aussi des situations plus particulières, mais je pense que vous allez faire un petit clin d'œil avec le monde de la BD. Il y a des situations dans le monde de la BD qui sont intrigantes sur l'amour des gens, tu vois, la Schtroumpfette un peu, quel est son poste dans cette tribu, enfin, tu vois. Exactement, je me suis arrêtée là-dessus. D'ailleurs, c'était mon surnom quand j'étais petite et j'avais prévu de vous en parler. On va écouter un petit bout de Luxembourg très brièvement, mais on va parler de cet album, 5e album dans un instant, intitulé Saint-Valentin. On poursuit cette émission également avec la chronique théâtre de Charlène Villemer, le billet du jour d'Ethan Lalouse, et puis le portrait de notre invité dans les yeux de Véronique Zana. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Restez avec nous. Et désolé de le dire, je vais même plutôt bien. Et le psy est content, je pleure plus certains matins. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Ethanit Belaïch.
Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. À Gaza, Tsahal a frappé un centre de commandement du Hamas dans une ancienne école ce matin. Le bâtiment situé à Jabalia dans le nord du territoire était utilisé comme abri. L'État hébreu prévoit de maintenir 3 bases militaires dans le sud du Liban avec l'aval américain. Et ce alors que la trêve avec le Hezbollah signée fin novembre doit s'achever dans 2 semaines. Les États-Unis ont ciblé des dépôts d'armes des Houthis au Yémen. Les opérations visaient des installations utilisées par les rebelles pour mener des attaques contre les navires de la marine américaine dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden, selon le commandement central américain pour le Moyen-Orient. Le ministre de la Défense Israël Katz a ordonné au chef d'état-major de l'armée israélienne de pleinement coopérer avec le contrôleur d'État qui enquête sur les failles de la défense israélienne le 7 octobre 2023. Selon son bureau, il est inacceptable de donner l'impression que Tsahal craint la critique et la transparence publique. En France, les consultations sur le budget se poursuivent à Bercy. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, va recevoir la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, et les chefs de groupe à l'Assemblée et au Sénat en fin d'après-midi. Le projet d'urgence pour la reconstruction de Mayotte a été présenté en Conseil des ministres ce matin. Nous ne laisserons pas Mayotte redevenir une île bidonville, a assuré le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Enfin, la sonnerie aux morts a retenti à Montrouge en présence du président Emmanuel Macron et du Premier ministre François Bayrou en hommage à Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale abattue par le terroriste djihadiste Amédi Koulibaly il y a exactement 10 ans. L'hôtel de police de la ville a officiellement été rebaptisé en son nom. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec mes chroniqueurs Réal Delave sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. La journée est belle. Vous écoutez Radio J. Mon bébé, חזרנו לטעות הזאת עוד פעם. את לעולם לא תשתני את זה הבנתי. בגלל זה עזבתי. maintenant c'est fini entre toi et moi. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. שאתה מפחיד ואם אתה לא מתכוון להרים לי תוריד את התמונות מהפיד ואם יש לך מה להגיד כפרה תגיד שירה לך ככה שאני בטוב ושאין לך בלילה את מי לאהוב אתה יודע שאין לך סיכוי מול הפה שלי מאמי כי אני חתולת רחוב Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. 15h34 sur Radio J, merci de nous rejoindre si vous venez d'arriver sur notre antenne avec mon invité aujourd'hui, Réal Delave, pour son nouvel et 5e album intitulé Saint-Valentin. C'est un album qui parle d'amour sous toutes ses formes, un album parlé, chanté, où on sent qu'il y a beaucoup de vous, Olivier. Vous réveillez vos souvenirs, vous en inventez. Bah, un petit peu des deux. Je pars de choses que j'ai vécues, évidemment, mais c'est ça la chance de l'écriture, c'est que... Et de votre imaginaire. Évidemment, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'une histoire qui est... alors parfois, ça m'a joué des tours, et j'en parle un peu de la chanson Luxembourg, vous avez un petit peu passé, mais qui dit que, suite à une histoire qui est toujours un peu dans ma tête,
est-ce que globalement, est-ce que c'est toi que j'aime ou les souvenirs que j'ai de toi? En fait, on se perd un petit peu avec ça, mais ça permet d'enjoliver l'écriture, permet de dire qu'on est pilote d'avion, explorateur ou clown, peu importe. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui est Marie sur le point de devenir mère, qui vous brise un peu le cœur, pas adapté, où vous avez découvert l'amour d'une façon un peu gauche avec Stéphanie Mercier, qui est, si je peux me permettre, ma chanson préférée. J'aurais bien vu Calogero vous piquer la chanson 100, où vous parlez de Schtroumpfest, bande dessinée. Ça m'intrigue, je rêverais de Calogero. C'est vrai, d'entendre Calogero chanter ça. C'est vrai. Et ben voilà, je l'imaginais. Vous parlez de celle que vous aimez encore après l'amour. J'aime beaucoup La Rue des Pyrénées aussi, qui est une très belle chanson, et de votre envie de liberté avec Ne m'attache pas. Oui. Qui est aussi un très beau titre. C'est une envie de liberté un peu faussée, on va dire. C'est que de s'imaginer être libre dans une relation, on ne l'est pas finalement. Vous parlez des souvenirs au Jardin du Luxembourg, du jour de la Saint-Valentin qui célèbre la fête de l'amour, de vos 1000 milliards de mille sabords où il est question d'un amour entre deux hommes, héros de bande dessinée, incarnés avec Aldebert dans une succession d'aventures. Et nous sommes en train d'écouter un petit extrait pendant que nous sommes en train de parler. On va diffuser Luxembourg entièrement à la fin de cette émission. Votre tournée, elle a commencé. Vous étiez en concert le 5 décembre dernier à la Maroquinerie. On va vous retrouver bientôt. Le 10 mai prochain à l'Olympia. Je crois que c'est déjà complet, ou en tout cas ça va pas tarder. Non, c'est complet. Voilà, pour vos 50 ans, puisque c'est la date de votre anniversaire, le 10 mai, partout en France en même temps, de grandes chances que ce soit complet un peu partout. Qu'est-ce qui nous attend sur scène? Est-ce qu'il y aura des reprises, l'album entier, des invités? Oui, alors ce jour l'Olympia, il y aura évidemment des surprises puisque ce sera pour mes 50 ans, et d'ailleurs je pense qu'il y a des choses dont je ne serai pas au courant qui vont se passer, mais il y a aussi des choses dont je suis au courant, qu'on va essayer de faire un concert particulier. On veut faire le concert normal, on ne veut pas s'embarquer dans un truc trop dangereux, c'est l'Olympia, c'est un jour où j'aurai beaucoup d'émotions évidemment, pour plein de raisons, mais on veut faire notre spectacle et puis avoir des petites choses en plus, un clin d'œil en effet au passé, au groupe, aux chansons, et puis avec des copains, des amis du métier, certainement qui viendront faire des petites choses. Ouais. Le rendez-vous est lancé pour nos auditeurs qui sont avec nous. Au-delà, vous êtes passé par la case comédie, on l'a dit. Le théâtre vous a un petit peu tendu les bras. On va parler théâtre à présent avec Charlène Wilmer. Au théâtre. Bonjour chère Charlène. Bonjour chère Cyrielle, bonjour Oldelaf et bonjour Ethan. Oldelaf, vous qui connaissez si bien la scène, vous est-il déjà arrivé de redouter ce moment de fin de spectacle où le rideau tombe, mais pas les applaudissements? Ce moment terrible où l'on imagine un silence glacial s'installer dans la salle comme un poids qui écrase l'artiste. Heureusement, pour éviter ce genre de désastre, il existe un métier méconnu et pourtant crucial, les claqueurs. Et c'est justement le sujet de la pièce La Claque. Alors je vous rassure tout de suite, la claque n'a rien d'un service corporel, non. Il s'agit d'une pièce savoureuse qui, après 2 saisons couronnées de succès, se joue actuellement au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Dans ce spectacle écrit et mis en scène par Fred Radix, nous suivons l'histoire d'Auguste Levasseur, grand chef de claque. Après Le Siffleur et ses 600 représentations, Fred Radix revient avec un nouveau spectacle qui s'empare d'un sujet et d'un personnage qui ont marqué l'histoire du théâtre. Le metteur en scène traite cette histoire avec humour, musicalité et décalage historique. Alors je vous prends le décor. Nous sommes en 1895 dans un théâtre parisien et ce soir, Auguste Levasseur doit préparer sa troupe de claqueurs à accueillir la première de la grande odyssée de Balbuzard. Tout le monde le sait, une pièce applaudie est une pièce à succès. Auguste Levasseur, chef de claque, dirige une troupe de complices qui, mêlés au public, sont chargés d'applaudir aux moments opportuns. Mais 2 heures avant le début du spectacle, pas de claqueurs. Ils sont tous désertés. Auguste est abattu. Il charge alors Dugommier, régisseur du théâtre, de trouver des remplaçants pour sauver la représentation. Et c'est vous, cher public. Mais ce soir, il nous faut absolument un triomphe, car si nous n'avons pas un tonnerre d'applaudissements, cette pièce sera un fiasco. Ils nous font licencier avant la fin du premier acte. Attention, pour un applaudissement. Alors aussi Dugommier, pour que nos nouveaux claqueurs puissent connaître les endroits précis où ils devront rire, pleurer, intervenir et ainsi faire de cette pièce un succès, il nous faut absolument organiser une répétition. Tout à fait logique, monsieur Levasseur. Mais pour devenir de fins claqueurs, il faut se préparer et bien s'échauffer. Sauf que pour ça, il faut des musiciens.
et qui ne sont pas encore arrivés. Heureusement, Dugommier, le régisseur, a plus d'un tour dans son sac. Il charge Fauvette, sa sœur accordéoniste, de chauffer la salle avec son instrument à piston. La tâche est ardue, ils ne sont que 3 et ce soir, leur carrière ne tient plus qu'à une claque. Vite, le temps presse. Il ne reste plus qu'1h30 avant l'ouverture du rideau et il y a du pain sur la planche. Pour cette pièce magistrale, 5 actes, 40 musiciens et pas moins de 30 changements de décor. Auguste, Dugommier et Fauvette se plieront en 4 pour vous faire vivre un moment hors du temps, ponctué de fou rire, de quiproquos avec un soupçon de romance. Ce trio irrésistible occupe l'espace et le temps. 1h20 de rire, d'applaudissements sans jamais regarder sa montre. La claque est un savant mélange de comédie et de satire. Cette pièce nous plonge dans l'univers de ces professionnels de l'applaudissement au 19e siècle, engagés pour s'assurer qu'un spectacle ne finisse jamais dans l'embarras. Tout public participatif, cette pièce est un franc succès. Et croyez-moi, cette pièce, elle, n'a pas besoin de claqueurs pour récolter les rires et les applaudissements. Humour, folie douce, bref, c'est une vraie claque. Une vraie claque et des applaudissements, on l'espère. Je valide, c'est une pièce que j'ai vue et faite par des copains, et même il y a plusieurs équipes, mais ils sont tous super, donc j'invite vraiment tout le monde à aller voir cette pièce. Allez voir cette pièce. Merci beaucoup Charlène Villemer, à la semaine prochaine, évidemment. Tout de suite, le billet du jour de notre humoriste Ethan Alous. Le billet du jour. Bonjour cher Ethan. Bonjour Cyrielle, bonjour tout le monde, bonjour Oldelaf. Écoutez, pour cette chronique, j'ai pu découvrir et me plonger dans votre travail en profondeur et connaître un peu plus qui vous êtes. J'ai découvert beaucoup de chansons à vous très cultes, notamment cette chanson qui s'appelle Le Café, qui est assez incroyable, qui parle de café, boulot, dodo, dépression, suicide. Cette chanson, finalement, elle aurait pu s'appeler Conséquences sur les Français du retour de Manuel Valls en politique. Peut-être trop tôt dans la chronique. Cette chanson, elle parle d'un excès de caféine qui va vous faire virer dans la folie. Et c'est ça que j'aime dans votre comédie, c'est cette capacité à exagérer les choses et à les emmener au bout de l'idée, parce que j'imagine bien, Oldelaf, que quand vous buvez 5-6 cafés, vous jetez pas votre fils par la fenêtre, et finalement ça me rassure, sachant qu'on est dans la même pièce actuellement. D'ailleurs, en parlant de mort, hier on a eu la chance de... exactement. Je sais pas si c'est de la chance que vous veniez le lendemain, mais du coup on a eu la chance de la mort de Jean-Marie Le Pen, voilà. Il est mort à 96 ans. Même Aznavour, il a dit vas-y, il abuse aussi, il veut pas partir ou quoi lui. Drucker, il est en mode vas-y, là ça se rapproche pour moi aussi. Apparemment il est mort de vieillesse, mais c'est qu'un détail de ma chronique, donc on avance. D'ailleurs toutes mes pensées vont à Marine Le Pen. Je sais à quel point c'est dur de perdre un être proche, même si je pouvais la réconforter, je lui dirais que d'un côté, son père a enfin réalisé un de ses plus grands objectifs de vie en mourant. Il a enfin quitté l'Europe. Voilà. On est dans la blague là, cet après-midi. Mais c'est fou parce que hier soir, je sais pas si vous avez vu, mais tout le monde faisait la fête sur la place de la République à Paris. Et de ma vie, j'ai vu des gens aussi heureux de la mort de quelqu'un. Ah, je savais pas qu'il y avait une fête. Il y a eu des feux d'artifice, des trucs, tout le monde dansait. Les seuls qui sont pas heureux, c'est en bas en enfer. Ils sont là, ah non, t'aurais pu le laisser encore un peu plus longtemps là-bas, parce que déjà là il est en train de demander les papiers à tout le monde, même ici il a pas compris le concept. Moi j'aimerais dire un truc à tous les racistes qui nous écoutent, il n'y a pas d'étrangers sur terre, voilà. Par contre en enfer je pense que oui, quand Jean-Marie va monter ou descendre en bas, faudra qu'il prouve pourquoi il immigre, et en enfer ils vont être en mode c'est pas suffisant, tu sais les mots Jean-Marie, nous on a des gens beaucoup plus costauds que toi, Adolphe, ok. À la limite on t'accorde une carte séjour pour immigration si ça te va. Ils sont comiques aussi en enfer. Moi ce qui m'a fait rire aussi entre hier et aujourd'hui, c'est tous les commentaires à la suite de la mort de Jean-Marie Le Pen. J'ai pu lire sur TikTok je cite, un ange parti trop tard, qu'il repose en paix, PET, il nous regarde d'en bas. On a des pépites en France, c'est le pays du divertissement. Et les gens aussi, enfin si les gens ils sont aussi heureux, c'est parce qu'en vrai il faut pas oublier que ce monsieur il a été condamné pour antisémitisme en 2005, qu'il a dénié l'existence des chambres à gaz, qu'il a torturé des Algériens pendant la guerre et qu'il a influé et a fait perdurer la haine à l'égard de toutes les minorités présentes en France aujourd'hui. Alors si j'avais juste un dernier truc à lui dire pour lui rendre hommage, c'est bonne incinération. Et c'est un peu ça la comédie, c'est prendre des risques. Au-delà, vous le savez, est-ce qu'on va nous prendre premier, deuxième, troisième degré derrière ce qu'on propose? Ça c'est plus entre nos mains, comme là je vous ai dit que Valls nous donne envie de nous suicider, mais je l'ai pas vraiment pensé, c'était pour exagérer et créer un effet comique. Par contre Jean-Marie Le Pen, je pensais tout ce que je disais. Mais pour revenir un peu à vous et à votre comédie, cette chronique elle m'aura permis de
revenir du coup sur vos chansons cultes. Toutes ces semaines, j'ai pu réécouter votre chanson La Tristitude, une chanson géniale avec un air entêtant, avec toutes ces punchlines absurdes, très marrantes sur la vie tous les jours. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que nous partageons, vous et moi. C'est que, enfin, j'ai l'impression que vous aussi vous êtes comme ça, mais moi, il y a un truc que j'aime et que je déteste dans la vie, c'est les petits moments de solitude du quotidien, tu vois. Et c'est très contradictoire parce que d'un côté, je déteste les vivre, et d'un autre, si j'étais pas là, j'aurais pas de matériel comique, et donc je ferais pas ce métier. Juste par exemple, en ce moment, il y a un truc qui me rend fou, c'est, je sais pas si vous voyez ça, mais que ce petit moment quand vous dites bonjour à quelqu'un et qui vous regarde et qui te dit bonsoir. Et en fait, il y a un truc tellement condescendant dans ce bonsoir, il y a un truc de tu connais rien à la vie, gamin. T'es immature, je te laisse. Je vais aller boire du café et regarder le journal de 20h. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça, être un adulte. C'était boire du café et regarder le journal de 20h, alors que pas du tout. Il y a plein de façons d'être un adulte, vous l'avez vous-même démontré avec la chanson Le Café. Se suicider fait partie des options. Je vous avoue que des fois, ça m'énerve ce truc de bonsoir. Alors des fois, quand c'est la nuit, il est 23h et que je croise ce voisin du premier étage et qui me dit bonsoir en premier, je le regarde et je lui dis bonjour. Et pour moi, dans ma tête, je suis un révolutionnaire. Je suis en mode, je vais pas me faire avoir par la vie et le système, contrairement à certains, je vais être un adulte comme je l'entends. Alors que lui, je suis sûr que de son côté, quand il rentre chez lui, il doit juste être là en mode chérie, je crois que le petit du 3e, il a des gros problèmes de temporalité. À chaque fois, il se trompe, il faut lui apprendre la grammaire. Et en fait, c'est ça aussi. Je pense qu'il est pas si méchant que ça, ce monsieur du premier. Pour lui, c'est même sûrement rien d'important. Mais moi, j'en fais tout un fromage, tu vois. Pour une raison, c'est que mon esprit, il biaise complètement ma perception de la réalité. Et les moments de solitude, ils sont grandement dus à cause de ce que je crois percevoir et pas de ce que je vis réellement. Et c'est un peu ça votre comédie All the Love, c'est que vous prenez des situations dramatiques intérieurement pour nous tous et vous les rendez comiques avec du travail, de l'observation et de l'intelligence. Et je pense que c'est ça la comédie, et je pense que c'est ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui avec un public toujours au rendez-vous après tout ce temps. Vous jouez à l'Olympia le 10 mai 2025 et vous êtes complet 6 mois à l'avance. En plus de ça, ce sera votre anniversaire, c'est complètement fou. Alors en avant, je vous souhaite un joyeux anniversaire sur scène. Juste un conseil, allez-y quand même mollo sur le café. Voilà. Merci beaucoup, Ethan Alouz. On se dit à la semaine prochaine sur l'antenne de Radio J, bien sûr. Noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, plaisir. je peux y aller. Tout de suite, c'est l'introspection. Où est-ce que tu vas ? L'introspection. Cher Oldelaf, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant avec quelques petites citations, expressions du quotidien qui pourtant peuvent avoir une importance ou nous rappeler des souvenirs. La première. Parfois, on donne plus de place aux défunts qu'aux vivants. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est le problème, je pense, de la nostalgie, et j'ai vécu beaucoup là-dedans. Et quand je pense aux défunts, il y a les morts qui nous ont quittés, les gens qui nous manquent. Mais il y a aussi tout simplement ce qui est passé. Il y a les instants. Et pendant longtemps, je me suis accroché, moi-même étant adolescent, au monde de l'enfance, à dire « Oh, c'était si bien ». Et j'ai réussi, il me semble, sur pas mal de points, à essayer de savourer l'instant présent et de tout faire pour profiter de l'instant présent. Et du reste, ça, c'est presque un mode de vie, si c'est pas dangereux, en tout cas, c'est un choix. J'ai pris, je pense, 15 kilos après le Bataclan, parce que je me suis dit, en fait, tout peut s'arrêter tout le temps. J'étais très touché comme tout le monde, mais en plus, moi, enfin, les gens, il y a une grande partie de mon équipe technique qui sont les gens d'accueil du Bataclan. Donc j'ai été très très touché par ça, mais surtout de se dire c'est qu'il y a une injustice totale. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais profitons. Voilà. Et je me suis dit voilà, chaque jour on a envie de manger ça, on va manger ça. On a envie de partir, on va ça. J'ai envie de quelque chose, et ça. J'ai fait beaucoup la fête. Pour dire savourons avec ma famille, avec des amis, et ça a été des trucs importants. Et je pense que j'essaie de plus en plus de profiter de l'instant présent, vraiment. Demain, ce sera les 10 ans de l'hypercachère, de la tuerie de l'hypercachère. Il y a eu Charlie Hebdo, on en a parlé hier. Qu'est-ce que ça vous inspire 10 ans plus tard, tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez qu'on a avancé sur ces sujets ou qu'on a reculé? Je crois pas qu'on ait beaucoup avancé. En fait, je suis très malheureux
sous couvert de faire des hommages, des machins. J'en veux profondément à la politique internationale et nationale de gens qui font tout pour monter les uns contre les autres. En fait, et je trouve que c'est la pire des aberrations. J'ai eu la chance de voyager dans un endroit où enfin, je pense à La Réunion, par exemple, qui est quand même un département français, et où il y a des communautés qui vivent, il y a vraiment un temple, une mosquée, une église, des gens de tous les types physiques du monde. Il y a toutes les nuances vraiment d'Asie, d'Afrique, d'Occident, tout ce qu'on peut, des Caucasiens, machin. On mélange tout ça et des gens sortent, des Asiatiques aux yeux bleus, des Noirs, enfin voilà. Et tout le monde se dit, on est tous différents, mais on est tous aussi pareils, on va essayer de faire au mieux. Toi, t'es quoi? Et j'avais ce petit rêve qui existait. Et aujourd'hui, on monte les riches contre les pauvres, on monte les pauvres contre les riches, on monte les communautés, les religions, ne serait-ce dans le conflit qui a lieu actuellement en Palestine, etc. On veut nous faire choisir un camp et j'ai pas envie de choisir un camp. Alors évidemment, je sais que je suis sur une radio et qui a certainement une posture du fait de la religion, mais nous, moi je suis tellement accablé par toute la violence, la guerre, et j'ai pas envie de choisir un camp, j'ai envie d'essayer de réunir les gens. Maintenant, on est sur un terrain, et aussi on parle de celui-là, tellement glissant et qui nous dépasse totalement, qui sont des choses ancrées. Mais en tout cas, j'en veux vraiment aux gens qui mettent de l'huile sur le feu, d'essayer au lieu de cohabiter au mieux, de se monter les uns contre les autres. Ça me rend triste. Ouais. Vous savez, le vrai camp, je pense, pour nous tous, c'est celui de la paix. Je l'espère, oui. Oldelaf, on va terminer avec une seule phrase qui est « Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête ». Ça vous parle ? Oui. Oui, le chemin pour arriver, c'est sûr. Dans beaucoup des projets, en fait, on a envie d'être guidé, de dire j'aimerais bien que si, mais je le vois dans la vie, avoir un objectif et un seul, c'est très dangereux parce que c'est un danger double. Soit on ne l'atteint pas et on sent une frustration, soit on l'atteint. Et quand on l'atteint, c'est la même chose. Surtout, c'est qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que ça change en fait ? Je suis toujours fort de ça. Moi, ça m'a fait ça. J'étais petit, je m'étais donné des rêves de vie et l'Olympia faisait partie de ces rêves. Et quand j'ai fait mon premier Olympia, c'était en 2010. J'ai réalisé ce rêve que je m'étais fixé, un vrai rêve d'enfant. Vraiment, et j'avais 35 piges et j'ai mis 1 mois ou 2 mois. Mais je dis mais maintenant. Et maintenant, maintenant, le 10 mai prochain, un nouvel Olympia. Voilà, mais en fait, il faut le temps de le comprendre, de dire que c'est pas la fin de la route, c'est une étape. Et donc, oui, il y en aura d'autres, mais ça m'a permis de me battre et de tout faire pour y arriver. Mais il faut surtout pas se dire que c'est... Et puis, si j'avais pas fait l'Olympia, j'aurais fait une autre salle et ça aurait été un autre chemin et j'aurais grandi d'autres manières. Mais voilà. Mais c'est compliqué d'avoir des objectifs sans se dire que ce sont des fins en soi, mais c'est juste des petites bornes, des petites lumières qui nous permettent d'avancer. Ouais. Tout de suite, votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc, c'est votre portrait dans les yeux de Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Bien. En amuse-bouche, vous dire que je me suis régalée et reprendre vos 3 mots qui vous positionnent bien. Alors, les 2 premiers, extrêmement posés, musique, humour, et enfin le 3e qui recèle ce petit truc qui vous échappe, c'est l'imaginaire. Avec, au fur et à mesure de toute notre conversation, à chaque fois de l'au-delà, du surgissement. Et en fait, c'est ça qui vous épanouit. Donc vous avez ce côté bosseur qui vient bien cadrer, qui laisse rien échapper. On travaille sur l'amour, on fait toutes les facettes. Mais il y a quand même au milieu de tout ça de l'émerveillement, du surgissement. Et cette phrase absolument magnifique, réfléchir sur ce qui ne se dit pas. Vous avez dit tout à l'heure, la musique, c'est ma psychanalyse. Là, vous êtes pile poil dedans et on entend chez vous un inconscient espiègle qui vous emmène un peu partout. J'ai retenu aussi cette notion du lien et de la multitude, les copains, les transmissions, les comment je peux passer des choses à droite, à gauche, comment je peux m'inscrire quelque part, mais avec quand même derrière autre chose qui reste à moi.
parce que vous êtes vraiment la multitude, hein. Vous avez la tristitude, mais on pourrait dire la multitude, parce que vous touchez un petit peu à tout, vous allez tripoter un petit peu tout. Mais finalement, les silences, le vide, où est-ce que c'est là-dedans ? Mais c'est planqué quelque part et c'est ce qui vient vous animer, vous permettre de découvrir encore plein de choses, vous refaire monter sur la scène de l'Olympia. Et vous avez dit, je laisse des bouts de moi. Mais oui, c'est ce qui fait que vous y mettez tout votre corps partout. Et puis après, il faut tenter de se réinventer. Et il y a toujours cette petite phase qui vient laisser un petit trou. Et puis on a entendu la fidélité. On a entendu aussi, c'est pas moi qui pars. Petite phrase d'enfant qui doit être importante. Et d'ailleurs là aussi au niveau de votre enfance, c'est quand même assez génial d'être un enfant qui n'a pas de problème, qui est plutôt sage, mais qui va aller chercher dans l'imaginaire de quoi relancer la suite. Parce qu'au fond, ça évite de s'ennuyer. Ouais. Et finalement, votre pas de limite, vous le mettriez où ? Je réponds ? Ah oui. Déjà, merci, Véronique, pour tout ça. Pas de limite à l'imaginaire. Le monde en crée assez des limites et il y en a de plus en plus. Donc c'est ça ce que j'espère pouvoir faire jusqu'au bout, c'est d'écrire. J'invite vraiment tous les gens qui se sentent tristes, renfermés, seuls. Écrire, c'est se rencontrer soi-même, je pense déjà. Et c'est rencontrer des choses qu'on a envie de rencontrer. Et puis l'écriture, moi, m'a permis de rencontrer des gens, de rencontrer des endroits. On m'a invité, grâce à ce que j'ai écrit, on m'a fait voyager. Et le voyage permet d'écrire encore plus loin. Donc je pense que par l'écrit, pas de limite en tout cas. Et le monde en met déjà trop, je trouve. Un petit mot de conclusion, Véronique Zana. Eh bien, à suivre avec vous. Je l'espère. Merci beaucoup Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. Radio J. C'est déjà la fin de notre émission avec vous, Oldola. Vous êtes venu nous voir pour votre nouvel album intitulé Saint-Valentin. On va écouter Luxembourg, forcément, pour terminer cette émission. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Ophélia Kolb pour la série Panda sur TF1. En attendant la suite de votre journée sur Radio J avec le Club Imo de Marc Ezrati, suivi bien sûr du journal sur Radio J. Et merci encore à toutes et à tous. Et pour vos mots, évidemment, envoyés. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission sur Radio J. Et à demain. Même si c'est vrai, j'ai gardé